La brume de l'aube planait sur un lac silencieux, ses contours cachant les rives lointaines. Au bord de l'eau, des cabanes de bois sombres contrastaient avec des fleurs lumineuses qui poussaient en grappes sur les arbres tortueux. Dante ajusta son manteau contre le froid humide. Ses pieds s'enfonçaient dans la boue tandis qu'il suivait un sentier étroit. Le seul son était le bruit de ses propres bottes et le cri lointain d'un oiseau nocturne qui refusait de dormir. Entre les arbres, de faibles lumières tremblaient dans des fenêtres recouvertes de rideaux épais, suggérant des vies qui préféraient rester invisibles. Une carte fanée dans sa poche indiquait des marques qui ne correspondaient pas aux coordonnées officielles, des gribouillis d'un chercheur disparu des années auparavant. Dante n'était pas superstitieux, mais l'air portait quelque chose de plus qu'humidité, une tension qui lui faisait fourmiller le cou. En atteignant un carrefour de pierres recouvertes de lichen, il aperçut des empreintes récentes, plus grandes que celles d'un humain, disparaissant dans la direction d'une ravine. Une odeur métallique flottait dans l'air, semblable à celle de lointains éclairs. Dans une clairière cachée entre des rochers volcaniques, un puits de pierre antique exhalait des vapeurs colorées qui dansaient sous la lumière de la lune. Des runes usées par le temps entouraient sa bordure, et l'air vibrait d'un bourdonnement sourd, presque imperceptible. Ceux qui s'approchaient trop ressentaient une pression dans la poitrine, comme si le silence même était composé de quelque chose de vivant. Dante s'agenouilla, ses doigts se posant sur les gravures. Une des runes brilla au contact, projetant une image fugace de sphère céleste en collision. Un fragment d'obsidienne oublié dans la boue reflétait la lune comme un œil ouvert. En le ramassant, des voix murmurèrent dans son esprit, des mots dans une langue morte que son corps reconnut avant sa mémoire. La terre trembla brièvement et doucement, et le puits émit un son semblable à un soupir. Entre les arbres, une figure encapée observait, notant quelque chose dans un carnet en cuir, avant de disparaître. Plus tard, dans le village de Varia, Dante rencontra Justine, la guérisseuse, qui lui offrit du thé aux feuilles de santal, tandis qu'il étudiait le fragment. « Cela ne vient pas de ce monde, » dit-elle, ses doigts suivant les veines dorées de la pierre. Il existe des histoires d'un objet tombé du ciel il y a des siècles, capable de révéler des vérités que l'esprit ne peut supporter. Dehors, des enfants jouaient avec des poupées en tissu, imitant des constellations interdites. Dante demanda des informations sur le puits et Justine hésita. Certains disent que c'est une structure. D'autres, un avertissement. Mais tous ceux qui l'ont utilisé sont revenus différents. Cette nuit-là, Dante rêva d'une sphère noire grandissant à l'horizon, engloutissant les étoiles. Il se réveilla avec un cri coincé dans la gorge, le fragment pulsant dans sa main. Au lever du soleil, un messager arriva avec des nouvelles d'une anomalie détectée par les télescopes. Un astéroïde inconnu traçait une trajectoire de collision avec la planète. Dans la forêt, le puits brillait maintenant de sa propre lumière, ses inscriptions irradiant de la chaleur. Dante et Justine se rendirent sur place, rencontrant l'homme masqué, un historien du nom de Tarsa, qui admit avoir volé des documents d'une organisation secrète. « Ils veulent contrôler ce qui vient du ciel », dit-il, montrant des cartes stellaires avec des motifs qui répétaient les runes du puits. « Cet endroit n'est pas un artefact. C'est un avertissement. » Pendant qu'ils discutaient, le sol trembla à nouveau, et le ciel s'assombrit brusquement, alors que le soleil devait être haut. Une ombre s'allongea sur la clairière, non pas d'un nuage, mais de quelque chose entre les étoiles. Le fragment d'obsidienne brûla la paume de Dante, révélant une vision. L'astéroïde n'était pas une roche, mais une structure artificielle, ses sillons alignés sur les inscriptions du puits. Dans l'observatoire abandonné au sommet de la montagne, des équipements rouillés enregistraient encore des données. Justine ajusta des lentilles cassées, projetant des hologrammes tremblants de l'anomalie. « Ce n'est pas seulement un astéroïde, » murmura-t-elle. « C'est une conscience fragmentée. » Dante se souvint des histoires de Justine sur les choix et les sacrifices. Tarsa, silencieux jusqu'alors, révéla un dernier indice. L'organisation pense que l'astéroïde transporte quelque chose qui nous a créés ou qui nous détruira en essayant. À l'extérieur de l'observatoire, un groupe d'hommes armés arriva, dirigé par un homme aux yeux pâles et à l'uniforme sans insigne. « Le docteur Varro, » dit Dante, reconnaissant le nom du chercheur disparu. « Vous êtes en retard, » répondit Varro, la voix sans inflexion. « La graine a déjà choisi son hôte. » Alors que le conflit approchait, le puits commença à émettre une lumière insupportable, ses runes saignant un liquide argenté. Dante, tenant le fragment, se retrouva dans un souvenir qui n'était pas le sien. Une civilisation ancienne confrontée à une menace cosmique, se sacrifiant pour sceller la graine dans un corps céleste. Maintenant réveillée, elle cherchait un nouvel hôte, quelqu'un avec du sang compatible, comme le sien. Varro,
se révélant un agent d'une faction qui croyait à la soumission à la graine, ordonna à ses hommes de tirer. Justine, utilisant une poudre qui créait des illusions, les distraisit, tandis que Tarsa activait une séquence sur les runes. Le puits rugit, ouvrant un portail qui aspira le fragment de Dante. Dans le ciel, l'astéroïde ralentit, comme s'il hésitait. Le village de Varia était en panique à leur retour. L'astéroïde, visible à l'œil nu, projetait des ombres déformées qui murmuraient aux habitants. Les enfants répétaient des phrases dans des langues anciennes, et les animaux fuyaient vers les forêts. Dante, blessé, remarqua que le fragment avait laissé des marques sur sa peau, des symboles identiques aux runes. Varro, les interceptant sur la place centrale, proposa un partenariat. « Vous êtes la clé. Ensemble, nous pouvons négocier avec ce qui arrive. » Justine, cependant, pointa le ciel. Ils sont déjà là. Une pluie de lumière tomba, non pas d'étoiles, mais de navires sombres planant au-dessus du lac. Le puits, même de loin, pulsait en réponse. Dante, partagé entre la curiosité et la peur, marcha vers le centre du village, où l'un des vaisseaux se posa. La porte s'ouvrit, révélant non pas des extraterrestres, mais un reflet déformé de lui-même, tenant un fragment identique au sien. La vérité se déroula en couches. La graine n'était pas une arme, mais une conscience fragmentée, cherchant à se réunir. Chaque hôte, au fil de l'histoire, avait contribué à ses souvenirs et à ses choix, façonnant sa forme finale. Dante, en touchant son reflet, vit des réalités alternatives. Une où il acceptait Varro, une autre où il détruisait le puits, une autre où il devenait partie de la graine. Justine, utilisant les connaissances des herbes, prépara un thé qui amplifia sa perception, lui permettant de voir le véritable cœur de l'astéroïde, un noyau d'énergie pure, capable de réécrire la matière, mais dépourvu de direction. Tarsa, se sacrifiant pour désactiver un piège dans le puits, donna à Dante la possibilité de choisir, se fondre dans la graine et la guider, ou la laisser suivre son cours incertain et potentiellement catastrophique. Alors que l'astéroïde pénétrait dans l'atmosphère, Dante monta à l'observatoire, où Varro tentait de contrôler la graine via des satellites. « Vous ne comprenez pas, » dit Varro, désespéré. « Elle nous jugera pour nos divisions, nos guerres. » Dante, cependant, se souvint des enfants de Varia, des murmures du puits, de la civilisation qui avait choisi le sacrifice. « Nous ne sommes pas dignes, » répondit-il, « mais nous ne sommes pas non plus seulement nos erreurs. » En utilisant le fragment, il s'est synchronisé avec la graine, non pas pour la contrôler, mais pour lui montrer la complexité de la vie, la beauté et la cruauté, l'espoir et la violence. Le vaisseau au-dessus du lac émit un son harmonieux, et l'astéroïde se désintégra en particules de lumière, sans causer de dommages. Le lendemain matin, le lac brillait d'une nouvelle teinte, et les runes du puits étaient éteintes. Dante, désormais marqué de cicatrices lumineuses, partit sans regarder en arrière, emportant la certitude que la menace n'avait jamais été cosmique, mais un miroir. Le lac reflétait maintenant une lumière dorée, comme si le soleil lui-même s'était brisé et avait déposé ses fragments dans l'eau. Dante marchait le long de la rive, les cicatrices de sa main droite pulsant au même rythme que les vaisseaux qui planaient encore au-dessus de la forêt. Justine recueillait des échantillons d'un lichen qui avait soudainement poussé sur les rochers près du puits, ses feuilles dégageant une forte odeur d'ozone. « Ce n'est pas normal, » dit-elle, rangeant les flacons dans un sac en cuir. « Il absorbe l'énergie de la graine. » Tarsa, même après sa mort, laissa des notes détaillées sur les schémas de rayonnement émis par l'astéroïde, réduits maintenant à des particules qui dansaient comme des lucioles géantes dans le ciel nocturne. Varro avait disparu, laissant derrière lui un journal avec les coordonnées d'autres puits identiques éparpillés sur la planète. Au village, les habitants évitaient Dante, leurs murmures le suivant comme des ombres. Les enfants qui jouaient auparavant avec des poupées dessinaient maintenant des symboles sur les murs des cabanes, des répliques parfaites des runes du puits. L'une d'elles, âgée de pas plus de 7 ans, tendit à Dante un dessin d'un homme coupé en deux, une moitié brillante, l'autre sombre. « Vous êtes les deux, » dit la fillette avant de s'éloigner. Justine trouva des documents dans un ancien temple souterrain parlant d'un cycle d'équilibre entre les hôtes et les graines. « Elles ne choisissent pas de héros, » expliqua-t-elle, « seulement des reflets. Vous avez vu ce que la graine pourrait être. Maintenant, elle voit ce que vous êtes. » Les jours passèrent, et les particules de l'astéroïde commencèrent à s'assembler en formation géométrique dans le ciel, projetant des ombres qui déformaient le paysage. Lorsque Dante toucha l'une des cicatrices, il eut des éclairs d'une ville future, où des tours poussaient comme des arbres nourris par l'énergie de la graine. Dans une autre vision, il vit le village de Varia en ruine, les habitants transformés en statues de lumière solide. Varro réapparut,
cette fois accompagné d'hommes en uniforme des corporations que d'entre reconnus dans les rapports de guerre. La graine n'a pas été détruite, affirma Varro. Vous ne l'avez fait que diviser. Maintenant, tout le monde veut une part. Dante, désormais plus qu'un homme, devint une figure de transition. Ses yeux reflétaient non seulement la lumière du lac, mais aussi le poids de tous les choix faits et non faits. Il savait que la graine n'était ni ennemie ni alliée, elle était simplement l'expression de quelque chose de plus grand, quelque chose qui cherchait la compréhension. Peu à peu, il commença à comprendre que son rôle n'était pas de dominer, mais de guider, et que la vraie force résidait dans l'acceptation de la dualité. Alors que les habitants de Varia tentaient de reprendre leur vie, Dante s'éloigna vers un endroit où la nature gardait encore sa magie ancienne. Là, entre les rochers et les arbres, il s'assit en silence, écoutant le vent porter les histoires de mondes lointains. Le fragment dans sa main brillait d'une douce lumière, comme un rappel qu'il n'était plus seulement un homme, mais une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et même si le monde autour de lui continuait, il savait que son voyage ne s'arrêterait pas là. À l'horizon, de nouvelles étoiles apparaissaient, chacune portant avec elle un morceau de la graine. Dante se leva, regarda le ciel et sourit. La lumière dorée du lac brillait comme un miroir, reflétant non seulement le présent, mais toutes les possibilités à venir. Et ainsi, il partit, laissant derrière lui ce qui était, pour marcher vers ce qui pourrait être.